Bonjour, vous aimez l'odeur de l'essence rance et du pneu trop cuit? Vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, en plus de ces grands classiques, on va se prendre poussière et solvant dans le pif. Tout a commencé par ce baroud d'honneur pour ces pneus vieux de 20 ans qu'il était temps de mettre à la retraite à l'occasion de la remise à neuf des jantes de la Maserati. Oh la vache. T'es pas prêt de te sortir de ta situation de merde sur le bord de la route là? J'imagine que t'es dans la petite boîte à outils façon BMW, il y a les outils qu'il faut, mais bon courage. Et elles vont tout y passer, même celle qui n'a plus vu la lumière du jour depuis moultes années. Ingénieux système sans outils, avec un écrou de 10 grippé de chaque côté, puis des rondelles tout aussi grippées. Bon, par contre, zéro rouille. Ça fait toujours plaisir à voir. Ou à ne pas voir d'ailleurs. On peut être sûr d'une chose, c'est le pneu d'origine de cette roue. Michelin Radial X. Bien craquelé. Et il est bien là où il est. Tellement bien que la machine s'époumonne pour le détalonner. Et à ce sujet, merci à Rémi, Fred et Julien, sans qui je serais encore en train d'harceler le garage du coin pour qu'ils me les démontent. Elle est bien défoncée. Et elles sont toutes comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas refait de jantes sur la chaîne. Et franchement, ça m'avait pas manqué. Je viens de remarquer un truc qui fait que on va pas s'acharner beaucoup sur cette jante là. Et ça explique aussi pourquoi c'est la roue de secours maintenant. Vous voyez le truc qui va pas là ? C'est pas très rond tout ça. 10 minutes de ponçage plus tard. Voilà, celle-là elle est juste à fignoler, il y a encore un coup de ponçage à faire très fin à certains endroits. Mais pour le reste c'est bon. Sachant que bon, c'est la jante tordue, il n'y a pas besoin d'avoir une finition fantastique sur celle-ci, ce serait quand même gaspiller son temps. Mais elle fera bien illusion en tout cas dans le panier à roue de secours. Et la voilà enfin totalement poncée, prête pour le dégraissage avant de passer l'après. Mais avant ça, on a 4 autres jantes à faire. Rassurez-vous, vous allez bénéficier d'une version très abrégée de la matinée ponçage de jantes. Et en parlant de failles dans l'espace-temps, vous aviez remarqué que dans la vidéo dédiée aux fantaisies des ingénieurs Maserati, présentaient déjà les jantes refaites à neuf? Ouh. Heureusement, la base était déjà sèche, ça n'a pas laissé de traces. À ce stade, il nous reste encore le vernis à passer. Alors, évidemment, le choix des pneus c'est super important. Et il faut bien prendre en considération sur quelle voiture on va monter les 10 pneus. Là c'est une Maserati.
Donc logiquement, la marque doit avoir une consonance italienne. Donc j'ai choisi des pneus Fortuna, en espérant que ça me porte chance. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce que les dessins des sculptures étaient jolis. Passons maintenant à un argumentaire plus sérieux. Puis c'était presque les moins chers. Ça peut jouer. Mais je me suis pas limité à ça. J'ai aussi choisi une dimension différente de celle de l'origine. Normalement, je devrais être en 205 45 16. Et là, nos superbes pneus Fortuna sont en 205 50 16. Donc, peut-être que ces 5% de 205 mm feront la différence entre la vie et la mort pour le carter d'huile de ce moteur. Il ne reste plus qu'à les monter en essayant de ne pas défoncer ces jantes au vernis magnifique. J'ai laissé cette tâche délicate à notre ami Rémi, qui a accepté de me vernir ces jantes en l'échange d'un ponçage de jantes de Clio. Je pense que j'ai gagné au change. En fait, il y a autre chose qui m'a fait choisir des pneus pas trop chers. C'est simplement qu'ils sont de moins bonne qualité aussi. Et curieusement, c'était un argument pour moi. Parce que j'ai essayé cette voiture avec les pneus de 2002. On peut s'attendre à ce qu'ils soient extrêmement mauvais. Bien plus mauvais que n'importe quel pneu neuf qu'on pourrait acheter dans le commerce. Comme j'ai trouvé ça amusant, je voulais pas quelque chose qui colle trop à la route non plus. Et si vous avez en tête les arguments liés à la sécurité, oui c'est vrai, mais rappelez-vous que certains constructeurs, sur leur voiture neuve, ils faisaient le choix de mettre des pneus pas trop adhérents et pas trop gros, justement pour conserver un peu de ce fun. Je pense à la E86 par exemple. Enfin, c'était tout à fait assumé que la voiture n'avait pas des pneus procurant une adhérence folle. Et justement parce que c'est bien plus marrant comme ça. Voilà. Point jaune juste devant la valve. Je viens de me rendre compte que les bombes que j'avais pris en rayon, il y en avait 3. Elles étaient bien rangées au même endroit, mais c'était pas les mêmes. Bon en tout cas celle-là, on sait pourquoi c'est la roue tout pour. Je crois qu'on a assez fait joujou avec la voiture. Maintenant il va falloir attaquer la partie difficile pour mon âme. Démontage, un peu pour l'instant. Et puis je vais commencer par m'occuper du capot parce que c'est ce qui me fait le moins mal, justement. Donc pour ceux qui aimaient le capot rouge sur cette Maserati, je suis désolé. Il va falloir s'en séparer. Au premier abord, ça n'a pas l'air si terrible à préparer ce capot. Quelques coulures ici, des boursouflures de rouille par là. On va déjà commencer par démonter la calandre qui tient avec quelques vis et dérivés. Ici on retrouve les codes couleurs dont l'un d'eux nous sera utile pour les parties gris foncé satinées. En fait la voiture est pas simplement noire, il y a les rétroviseurs, les entourages de phare, la calandre, et plein d'autres pièces qui sont d'un autre ton, un gris foncé. À l'emplacement de la calandre justement, on retrouve un petit enfoncement et aussi de la rouille qu'on va éliminer de suite pour y voir plus clair. Et on y voit tellement clair qu'on voit à travers. Un petit coup de soudure s'impose. En fait, ils n'ont jamais utilisé le trou pour mettre la vis à cet endroit parce que le trou est pas au bon endroit. Allez, on va se débarrasser des 2-3 petites boursouflures du capot. Rien du tout. Ouais.
Ah ouais, bah finalement c'est peut-être pas juste des boursouflures. Ça sera sûrement moins pire de l'autre côté. Ah bah non. Avant d'envisager quoi que ce soit, j'y mets déjà un peu stabilisateur de rouille. Voilà, je pense qu'il va se passer quelque chose d'absolument terrible. Au lieu de faire ce qu'il faut et de couper toute cette section, je vais d'abord essayer de faire autre chose. En fait, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Cette rouille, elle est vraiment bizarre, la manière dont elle a perforé l'acier. Parce qu'en fait, après avoir nettoyé comme ça, la tôle, elle est épaisse autour. Pareil de l'autre côté. Il y a ouais, facilement 1 mm d'acier, donc on doit... 1,5 peut-être, on n'est pas loin de l'épaisseur d'origine du capot, quoi. C'est même assez costaud. Donc avant de m'emmerder à couper ça et à risquer de déformer le capot, parce que bon, mon poste à souder, c'est pas super adapté à ce genre de choses, quoi. C'est un poste sans gaz. Donc on va d'abord essayer de remplir les trous et on sait jamais, ça va peut-être fonctionner. Ok, bon, on va meuler tout ça, voir où ça nous mène. Bon, au premier abord, ça se passe plutôt bien. La tôle est effectivement encore assez épaisse autour des trous. Là, à mon avis, on n'est pas tant mal. J'enchaîne donc de l'autre côté. J'ai reçu quelque chose qui devrait être intéressant à utiliser ici pour visualiser le problème que peut poser la soudure sur ce type de panneau plutôt vaste. Je parle bien sûr des déformations dues à la chaleur intense sur une petite zone de tôle et donc on va de nouveau aborder le sujet de l'imagerie thermique. Au lieu de la version pistolet, là, c'est une version qui se branche sur le téléphone. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Pour essayer d'éviter les déformations, je refroidis la zone avec un chiffon humide. On passe ici rapidement de près de 170 degrés à 36. Il a fallu quand même donner quelques coups de marteau parce que malgré tout, ça a dû chauffer un peu trop et ça a tiré un peu la tôle de ce côté sur l'arête. Là, je pense que c'est pas trop mal. Je verrai s'il faut y revenir. Bon, c'est pas la mer à boire, mais ouais. Je pense qu'avec un remplacement de tôle, ça aurait été pire avec mon poste. On peut maintenant essayer de rendre la zone présentable. Et tout ça est à répéter de l'autre côté, évidemment. Je passe à la préparation du reste du capot avec un ponçage intégral qui devrait révéler quelques défauts supplémentaires. Voilà, ce champ est le signe de ma connerie. Déjà parce que à ce stade, j'ai peut-être meilleur temps de poncer le capot à nu. Et puis surtout, pourquoi j'ai eu à faire tout ça? En fait, j'ai pas de grosse couverture pour la soudure là. Donc il y a beaucoup d'éclats qui ont percé la peinture et qui sont allés jusqu'à l'acier. Et voilà. Et après avoir poncé tout ça, je me suis aussi rendu compte que j'en avais pas fini avec les zones soudées. Voilà, ça paraît assez propre. Enfin là, j'ai mis du noir, vous comprendrez très rapidement pourquoi. J'ai 3 endroits qui posent problème, c'est les 3 endroits où j'ai mis du mastic. Donc ici en plein milieu j'avais une bosse assez nette que j'ai comblée. Et maintenant le problème c'est que je sens bien qu'il y a un endroit où ça fait un creux, une bosse. Un creux, une bosse.
Et pareil de l'autre côté. Et après j'ai passé un certain temps à en venir à bout. J'aimerais vous dire que c'est la dernière passe de mastic, mais moi-même j'ai de sérieux doutes sur le sujet. J'ai trouvé une méthode qui a l'air de bien marcher pour découvrir s'il y a des endroits qui restent à poncer, où il y aurait des traces qui se verraient après le passage de l'après. Je prends le chiffon, je l'imbibe bien de dégraissant, et en le passant, ça donne presque l'impression que qu'il y a eu un vernis dessus. Et ça révèle très bien les endroits où il y a encore des rayures. Voilà, là il y en a par exemple. Il y a 2 rayures. J'espère qu'on les voit. Ici. À ce stade, je peux enfin recouvrir tout le capot d'un même après. À défaut d'être rouge, il sera donc toujours pas raccord. Gris clair. On se rapproche quand même de la bonne couleur. Bon, il semblerait que j'ai une réaction assez pénible entre, je sais pas trop, la peinture qu'il y avait avant, peut-être le mastic qu'ils avaient mis, parce que j'ai l'impression que ça a déjà été réparé, ou qu'ils ont essayé en tout cas. Et du coup, ouais, c'est difficile de bien voir ce qui se passe, mais à certains endroits, ça frise un peu, et à d'autres, on voit nettement les contours de là où il y a eu interférence entre mastic après. Mais là, je vais devoir reponcer toute cette partie, pareil de l'autre côté, et trouver un moyen d'isoler complètement ce qui pose problème des produits que moi je vais utiliser. Et finalement, j'ai trouvé un après qui me permettait de faire l'intermédiaire pour corriger le problème, donc ça s'est arrangé. Et maintenant, on peut descendre d'un étage dans le monde des enfers pour s'occuper de la surface de la Lune. Enfin, le toit et le coffre de la Maserati qui, à défaut de s'être fait bombarder d'astéroïdes, a manifestement subi l'épreuve de la grêle. D'où la poussière se cache donc un nombre non négligeable d'impacts qu'il va falloir trouver et corriger. Bon, cela c'est évident, ça se voit très bien, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus discrets. Une bonne partie avait été mise en évidence précédemment, mais c'était pas exhaustif. Sur un des plans précédents, on a pu voir 2 zones d'alunissage. Il va falloir les redresser un peu vu la profondeur. Comme le ciel de toit pendait, ça donne une raison de plus de le déposer. Comme d'habitude, c'est la mousse qui se désagrège qui a fini par lâcher. Faut que je finisse de l'enlever. Maintenant que j'ai un accès par le dessous, il faut que je me munisse de mes maigres compétences en débosselage et que j'essaie de ne pas me retrouver avec des bosses dans l'autre sens. Déjà, j'arrive à les sentir, les deux. Bon, j'arriverai pas à faire mieux que ça, je pense. La suite, ce sera pas sans peinture, justement. Allez, petite vue avant, après. Pas si mal, non? Bon, je suis en train de référencer tous les coups que j'arrive à voir sur le toit. En passant comme ça, dans le reflet, justement, on voit les déformations, quand il y en a. Donc il y en a certaines, je les ai pas poncées. Ça, c'est les plus petites où je vais simplement poncer un petit peu et puis mettre une très légère couche de mastic. Pour les autres, il faut encore que je fasse un peu de débosselage. Donc voilà, là c'est très clair quand on les passe dans l'éclairage. Juste là.
Donc je suis en train de regarder là s'il y en a que j'ai raté. C'est très probable, mais voilà, là il y en a une par exemple, juste ici. Donc ça c'est très léger, ça sera fait au mastic. Donc malheureusement j'ai pas beaucoup de talent pour le débosselage sans peinture, donc je fais le plus gros voilà, comme je peux, et puis pour le reste ça sera au ponçage. Je vais continuer à chercher, là il y en a déjà pas mal, hein. Mais bon, au final ça sera pas très long à corriger parce que fine couche à poser au mastic, bah c'est rapide à poncer. Évidemment, il n'y a pas que la grêle dans l'histoire. On a quelques beaux enfoncements disséminés autour de la voiture également. Et celui sous le feu est particulièrement vicieux. On dirait qu'une pointe a enfoncé la tôle, plutôt difficile à faire revenir. On a celui-là aussi, côté opposé. Pas évident non plus dans l'angle. Enfin bref, il est temps de passer la fameuse couche de mastic et d'en mettre beaucoup trop pour que ce que je pense être rapide se transforme en calvaire au moment du ponçage. Allez, c'est parti pour 18 heures de ponçage. J'étais encore en plein ponçage et je me suis rendu compte que la voiture essayait de dialoguer avec moi. Elle m'a envoyé un message, essayant encore de comprendre de quoi il s'agit. Ça commence à prendre forme, je vais peut-être finir par décoder le message. Ouais, je crois surtout que je ponçais depuis bien trop longtemps. Je viens de finir de poncer tout le mastic que j'avais posé. Ça va pas trop mal dans l'ensemble, il y a quelques endroits où il faut que je refasse une passe supplémentaire. Je vais passer quand même à d'après de charge, je vais le reponcer et à ce moment-là on verra si on est bon, mais avant évidemment il faut tout poncer, enlever toutes les rayures des gros grains qu'on vient de passer. Et puis j'ai trouvé aussi 2-3 endroits où il y avait des enfoncements que j'avais pas vus. Donc je vais le faire en même temps que le coffre que je vais commencer à marquer. Là lui il est encore plus grêlé que le pavillon. Je sais pas si c'est facile à voir, mais il y a de quoi faire. Voilà, j'ai reposé le mastic partout où il y avait des manques. Et puis également sur le coffre que je venais de marquer. Il m'en restait un petit peu, donc j'en ai mis aussi sous le feu là où il y avait un gros enfoncement. Ça sera à faire en plusieurs fois à mon avis. J'espère que la quantité de mastic est plus adaptée cette fois-ci, parce que sur le toit j'ai mis beaucoup de temps, simplement parce que j'en avais mis beaucoup trop évidemment. Avant de commencer à poncer, il va falloir que je dépose le petit béquet et les sigles. Et le béquet en question, il risquait pas de s'envoler. J'étais ravi qu'il soit pas collé, mais alors d'habitude les vis elles pètent quasiment instantanément, là elles sont costauds, relativement en bon état mais bien grippées quand même. On se moque de Maserati, mais en attendant les mecs ils ont bien fait leur montage. Vis, rondelle plastique, rondelle métal et petit film plastique pour éviter que ça puisse coller. Le problème c'est que ils ont serré tellement fort que il a mieux valu mettre autre chose que des vis cruciformes. C'est déjà assez rare de pouvoir démonter un béquet fixé de cette manière sur une bagnole aussi ancienne. Et voilà. Avant de le retirer, je me suis dit que ce serait bien de noter l'emplacement. 40 mm à partir de la pliure.
maintenant, grâce à la magie du montage, on passe directement au passage de l'après avec un petit dégraissage avant, évidemment. Même traitement sur le toit avec un après, soi-disant très garnissant. Bon, c'est toujours mieux que rien. J'en ai profité pour en mettre un petit peu sur le capot et après ponçage, je peux affirmer qu'on en a fini avec cette pièce. Enfin. On se retrouve donc avec deux autres panneaux uniformément gris qui pourraient bien cacher d'éventuelles déformations résiduelles. C'est maintenant qu'on va voir si l'enfer va continuer encore longtemps. À ma connaissance, ce genre d'après-garnissant, lorsqu'on le ponce, il n'y a pas vraiment besoin de guide de ponçage. Enfin, c'est pas... Quand c'est bien éclairé, c'est pas forcément indispensable. On arrive à voir assez facilement les creux. Et je rêverais qu'il n'y en ait vraiment pas. Donc je vais commencer à poncer. Et on va voir ce qui se passe. Je suis bien content de ce que ça donne pour l'instant. Ça veut dire qu'on va pas passer beaucoup plus de temps que ça sur le toit et ça c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment ce moment-là où on découvre si on a encore beaucoup de travail ou pas. Au final, sur le coffre, j'ai surtout perdu du temps parce que j'avais fait une belle coulure. Et ça, c'est pas toujours évident à rattraper. La suite, vous vous en doutez, c'est de s'occuper des flancs. Là aussi, on est moins sur de la grêle, mais beaucoup plus sur des coups de porte, quoi. J'espère qu'il y a quand même moins à faire, mais j'ai des doutes. Allez, je vous embarque avec moi, pas pour une chasse au trésor, mais une petite chasse aux déformations. Voilà, on en a quand même trouvé quelques-uns. J'ai décidé de corriger les quelques défauts d'origine, notamment à la soudure des différents panneaux. On a ici un bon exemple sous les yeux. À défaut de m'occuper dès maintenant de la déformation à l'avant-droit, je vais déjà commencer par la décaper. Vous verrez dans quelques temps que j'étais pas au bout de mes surprises. Ça sort le mastic là, hein. Cette vieille réparation pourrave. Là on est pile poil dans le genre de truc qui est vraiment pénible à faire. Déjà c'était pas évident de redresser, autant que j'ai pu, hein, c'est pas non plus une merveille. C'est également très pénible à mastiquer parce que j'ai pas de spatule dans les dimensions de ce petit creux là, ça aurait été l'idéal. Et après c'est aussi chiant à poncer. Bon, j'ai par contre une cale, c'est-à-dire un bout de bois qui est pas mal.
Bon, au final, ça s'est pas tant mal passé que ça. On va voir Rémi, notre ami carrossier. J'espère qu'il sera de bons conseils aujourd'hui encore, puisque j'aimerais savoir où on en est sur le degré de préparation. Est-ce que c'est suffisant ce que j'ai fait? Et il y a 2-3 points sur lesquels je m'interroge, et puis d'autres qui vont nécessiter son intervention parce que je me sens pas de déposer les vitrages par exemple. Bon, aujourd'hui on n'a pas de chance, elle tourne sur 5 cylindres, soit un souci d'alimentation en carburant, soit j'ai fini par avaler le morceau de papillon qui se trimballait. On va espérer que non. C'est pas comment faut finir. Ça c'est armé aussi. Ah ouais, lui aussi il est bien pris dans le pare-brise. Oh, c'est nickel, ça nous a pas aidé du tout. Et donc au final, on a décidé d'un plan d'action qui consistait à enlever toutes les baguettes du pare-brise et surtout à éviter de déposer le pare-brise. En tout cas, en l'état, elle manque un peu de discrétion sur la route. Mention spéciale aux agrafes des baguettes qui ont plus de 30 ans mais dont aucune n'a cassé. Ce genre de mastic-colle là c'est... Je sais jamais bien comment m'en débarrasser. C'est ignoble. C'était sous la baguette d'habillage. Donc en plus dérivé et ils ont mis ça pour que ça colle et que ça vibre pas sûrement. C'est pas un cadeau. Il y a la dose, hein. C'est gratuit chez eux apparemment. Il y a la même chose derrière. Il va falloir que je m'en occupe pareil. Et je continue le démontage de toutes les pièces qui seront peintes à part ou qui gêneraient la préparation. Et au passage, je retrouve quelques preuves de précédentes interventions, sans doute pour traiter des points de rouille. Bon, je vais arrêter là pour ce soir. La voiture est quasiment entièrement poncée à la cale. C'est pas la dernière étape hein, avant d'annoncer que la préparation est terminée. Il faut repasser ensuite l'orbital pour être sûr de ne pas laisser de traces qui se verraient ensuite à travers la peinture. C'est assez physique hein, quand même de faire tout ça là. J'ai bien mal à la main, mais bon, voilà, ça a avancé. J'ai repéré encore un endroit où il faudrait mastiquer. Ici c'est un peu juste. Autrement ça va. Et bon, bah, les pare-chocs, j'y ai pas du tout touché pour l'instant. Il faut que je me dépêche. J'ai une échéance, donc ouais, faut que j'avance bien là-dessus demain. Et ensuite direction
le garage pour peaufiner la préparation et corriger les derniers trucs que j'ai pas pu faire moi-même. Donc la déformation, la lave en droite ici. Le point de rouille de la baie de pare-brise. À l'arrière, j'espère que on va pouvoir traiter ça sans enlever le vitrage. Peut-être qu'en enlevant l'agrafe du jonc ici, on pourra traiter suffisamment bien. Parce que ouais, c'est la misère quand même à faire, ces vitrages à déposer. Je vous garantis que vous avez beaucoup de chance que je vous ai épargné le démontage de ce pare-choc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je risquerais de m'énerver. Et les gars, si on s'amusait à mettre un écrou de merde en 7 mm et en dessous une vis cruciforme à un endroit où ça a tendance à bien rouiller, 1h30 pour faire ça. 1h30 pour un pare-choc arrière. Tout va bien. Sur ces images, on arrive au bout de cette partie de la préparation. Au prochain épisode, vous devriez voir une Maserati biturbo étincelante, sans bosse et sans rouille. Mais ça se mérite, alors j'y retourne. À bientôt avec celle-ci. Ciao.